Vous voyez ce petit rectangle là que je suis en train de tenir entre mes mains? Eh bien, vous ne savez sûrement pas ce que c'est ni son utilité. Mais après cette vidéo, je peux vous garantir que vous aurez le même niveau de frustration que moi chaque fois que vous le verrez. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va parler de cet objet que je considère comme le plus gros gâchis en high-tech. Alors, ça fait pas très français dit comme ça, mais je voulais pas que vous vous mépreniez en pensant que cet objet c'est vraiment naze, parce que de mon côté, je trouve que c'est pas du tout le cas. Déjà parce que comme ça, j'ai toujours le joker du titre, le pire objet high-tech, mais aussi parce que je trouve ce dernier fantastique. Mais son potentiel a tellement été gâché, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en entend presque plus parler. Et je sais même pas s'il y a encore des gens qui travaillent dessus par ailleurs, parce que déjà c'est très compliqué à acheter. Le Leapmotion a été lancé dans sa première version il y a maintenant 7 ans, par la société du même nom. Le but de ce dernier est de capter nos mains juste au-dessus et de les transposer directement à l'intérieur d'un logiciel pour ainsi interpréter les différents mouvements que l'on fait et les utiliser en tant qu'interaction ou données. On peut voir ça comme une Kinect mais spécialisée pour les mains et beaucoup plus précis. À la base axé uniquement pour les développeurs pour des phases de développement, il a été proposé un an plus tard au grand public pour la modique somme de 80 $, ce qui est vraiment une exception dans le domaine du tracking où la plupart des outils coûtent extrêmement cher, que ce soit les caméras axées sur le domaine ou bien même les combinaisons pour pouvoir le faire efficacement, ce qui est utilisé dans beaucoup de jeux vidéo de nos jours. Et malgré son faible prix, le Leapmotion est toujours un outil très précis et franchement efficace. Et le fonctionnement est pourtant assez simple. Il s'agit en fait de deux caméras qui à l'intérieur couplées à des LED infrarouges elles aussi. Les LED éclairent donc nos mains afin que les caméras puissent les voir correctement, et le fait qu'il y ait deux caméras qui sont espacées de quelques centimètres fait qu'on est finalement capable d'estimer la distance de ce que l'on voit, et donc justement de voir si la main est proche ou pas. Finalement exactement de la même manière que nous, humains, sommes capables de savoir à quelle distance se trouve un objet lorsqu'on a les deux yeux ouverts, alors que si on en a qu'un seul, c'est un petit peu plus compliqué. Essayez de vous en cacher un par exemple et vous verrez que c'est tout de suite un petit peu moins facile. Et le fait que tout ça se passe en infrarouge n'est pas un hasard. Oui, imaginez avoir une lampe classique pour éclairer en permanence vos mains. Ce serait super désagréable. On peut d'ailleurs voir ces LED grâce à la caméra d'un téléphone qui est capable de capter une partie de la lumière infrarouge. Il y a eu des démos franchement impressionnantes. Déjà le playground avec l'interaction qu'il était possible d'avoir sur les pétales d'une fleur, mais aussi avec la mise à jour Orion de 2016 qui montrait la création d'objets et les interactions possibles avec ces derniers, ce qui déjà pouvait présager une certaine utilité pour créer des simples maquettes par exemple de manière bien plus rapide. Mais alors pourquoi tout ça n'a pas marché? Eh bien parce qu'ils ont fait une erreur fondamentale selon moi, trop s'associer à un marché qui venait aussi d'apparaître, celui de la réalité virtuelle. Et même si personnellement j'adore la réalité virtuelle, d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive bientôt où j'ai présenté pas un casque, pas deux casques, d'ailleurs le PC qui fait de la merde, mais bel et bien 3 casques, et ça reste quand même un marché en développement et encore très jeune de nos jours. Et du coup miser toutes ces billes là-dessus, c'est pas forcément le bon plan. Bon, je vais poser tous ces trucs moi parce que ça va être compliqué de porter ça toute la vidéo. Pourtant effectivement au vu de ce que permet ce dispositif, il est logique de s'intéresser à la réalité virtuelle. Après tout, on a beau être capable de se plonger dans un monde en réalité virtuelle, encore une fois avec des casques disposant de super écrans avec une immersion toujours plus poussée, on reste tout de même malheureusement coincé avec des manettes de ce style que nous sommes obligés de tenir fermement. Et donc il est totalement censé de vouloir s'alléger de ces dernières au profit de commandes bien plus naturelles, nos mains justement. Et même si poser le boîtier juste devant le casque, ça nous rendrait la chose pas mal restreinte en empêchant par exemple le fait de tourner sur soi-même et annihilerait pas mal de principes de réalité virtuelle qui sont acquis aujourd'hui, beaucoup de modules ont été créés pour les différents casques de l'époque pour pouvoir ainsi intégrer le Leapmotion, et donc principalement sur cette façade avant, et de le brancher au PC tout en suivant l'énorme câble qu'on a déjà de relier de toute façon, ce fameux truc qu'on voit sur l'Oculus Rift ou l'Oculus Rift S ou l'HTC Vive. Mais déjà tout ça rend la chose fastidieuse car il faut en effet avoir un port USB supplémentaire en plus des 3 à 4 ports déjà utilisés par le casque, ce qui commence à faire un sacré PC si on n'a pas un PC adapté pour. Ensuite la VR venait à peine d'arriver sur le marché à l'époque de l'âge d'or du Leapmotion et pas grand monde s'intéressait à ces derniers. Trop récent, pas assez de tests à droite et à gauche et surtout beaucoup trop cher. Ça coûtait dans les 1000 balles à l'époque, ça faut s'en rappeler. Mais aussi bien trop vide niveau contenu. Déjà qu'il y avait très peu de jeux utilisant les manettes classiques comme celle-là, même si ça c'est les nouveaux modèles, imaginez le nombre de jeux sur le Leapmotion, c'est assez ridicule et le nombre d'expériences viables pouvait se compter sur les doigts d'une seule main. Ce qui effectivement donne peu de justification d'achat pour le grand public. Mais est-ce qu'il y a quand même un autre intérêt à ce petit boîtier après tout? Car je vous parle de la réalité virtuelle c'était pas le bon bail, mais il est vrai qu'on peut pas trouver non plus 150 utilités à ce dernier. Et pourtant une qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'éradication
l'utilisation du tactile sur les PC portables notamment. Et oui, parce que encore une fois aujourd'hui, peu de laptops sont équipés du tactile. Par exemple, Apple n'a toujours pas équipé ses MacBooks et la plupart des constructeurs n'en donnent pas à tous ces modèles. Parce que déjà, ça coûte cher si on veut quelque chose de précis, il faut en général de bonnes dalles pour que ça fonctionne correctement et surtout, c'est pas ultra ergonomique. Désolé, on n'est possiblement pas d'accord là-dessus, je le conçois très bien. Mais la plupart des gens qui achètent un ordinateur avec du tactile, et qui ne peut pas se transformer du coup en tablette, je précise bien, s'en servent pendant la première semaine d'achat. Puis derrière, c'est rapidement délaissé au profit du clavier qui est bien plus rapide en niveau utilisation. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que devoir tendre le bras comme ça à chaque fois sur l'écran, niveau fluidité d'utilisation, il y a quand même mieux, surtout pour des actions assez basiques finalement. Et ce sera donc bien plus rapide d'appuyer sur la croix ou avec sa souris ou son touchpad, bref, avec des commandes qui seront directement sur le clavier ou pas loin du clavier. Et donc on sort de sa fluidité de frappe et donc pas très ergonomique. Et ça m'arrache la gorge de l'admettre, mais je trouve la solution de la touch bar des MacBook bien plus intéressante. Elle se trouve juste au-dessus du clavier, ce qui permet de ne pas avoir à choisir entre être sur son clavier ou être sur son écran. Et à côté de ça, on peut avoir des actions supplémentaires et contextuelles. D'ailleurs, c'est une technologie qu'on voit de plus en plus apparaître chez les ordinateurs, notamment au Computex par exemple avec le ScreenPad Plus, mais chut, on garde ça pour une prochaine vidéo si tout va bien. Le truc c'est que même si tout ça c'est bien beau, je trouve qu'il existe une solution qui est encore plus intéressante. Et bien c'est ce que je tiens dans la main depuis tout à l'heure, c'est ce fameux boîtier qu'on a laissé de côté. Et oui, parce que en fait, pourquoi ne pas avoir accès directement à ces fonctionnalités proposées par le tactile, mais directement au-dessus du clavier. Et donc par exemple, dès le moment où on lève les mains, pouvoir soit scroller sur des pages, fermer une autre page ou même avoir des mouvements supplémentaires sur 3 dimensions, car encore une fois on a accès à un axe supplémentaire vu que nous ne sommes pas calé sur un écran plat, mais vraiment sur quelque chose qui peut capter absolument tout et donc par exemple contrôler une sphère ou une molette omnidirectionnelle. Bref, les possibilités sont beaucoup plus grandes avec ça plutôt qu'un simple écran tactile, et un peu comme dans Minority Report finalement. Et tout ça c'est pas de la théorie mais c'est déjà de la pratique, car ça fonctionne bel et bien, et c'est même le cas depuis très longtemps de nos jours. Alors bien sûr ça reste fastidieux parce qu'à chaque fois il faut sortir ce petit pavé, le brancher en USB sur l'ordinateur, lui laisser une place, bien le calibrer, etc. etc. Si seulement il était intégré au clavier. Mais attendez, en fait il y a eu un PC qui a eu ça. Incroyable, on va enfin voir cette technologie apparaître absolument partout. Si seulement, parce qu'en fait le PC qui est sorti avec cette technologie là, il est vraiment claqué au sol. Et oui, car en 2013, donc ça commence à remonter maintenant, le HP Envy avait une édition spéciale Leap Motion, où ce dernier était donc complètement intégré à la bécane, ce qui permettait donc, comme dit plus tôt, de contrôler l'écran directement au-dessus du clavier sans rien brancher. Sauf que le reste ne suivait pas du tout. Dalle d'écran totalement ignoble qui a eu la magnifique note d'une étoile sur les numériques, performance passable et qualité sonore peu ouf. Il était très compliqué de promouvoir sa particularité unique, ce qui fait que cet ordinateur est très vite passé dans les néants. Surtout que, comme d'habitude, quand une technologie est nouvelle, on faisait payer ça bien cher sur le modèle, alors que bon, encore une fois, un Leap Motion se trouve dans les 80 $ pour un particulier de nos jours, donc en termes de coût de fabrication pour des professionnels, ça devrait pas être ça qui crée le bon. Rajoutez à ça toute la publicité vraiment à côté de la plaque qui montre le bonhomme jouer à des jeux plus nuls les uns que les autres plutôt qu'à des vraies choses utilitaires avec ce petit bidule. Genre un jeu de cartes avec des graphismes de 2001, parce que oui, tout le monde adore jouer à la voiture avec un volant virtuel juste au-dessus comme ça, Trop bien les commerciaux qui ont été nourris avec Mario Kart Wii qui se sont dit que c'était l'idée du siècle, À cause de tout ça, ce Leap Motion est aujourd'hui une technologie morte. Et ça me rend assez triste. Alors, bien sûr, je suis un petit peu alarmiste, il se passe encore quelques trucs, notamment sur leur blog où il y a une news tous les 2 ou 3 mois. Mais le potentiel était tellement énorme à mon sens et aurait pu nous faire changer notre façon de voir l'utilisation des gestes jusque-là réservés au tactile, pour ainsi y ajouter une 3e dimension. Peut-être qu'un jour on verrait une technologie similaire, qui sait, qui attirera le public, avec des constructeurs vraiment à l'affût de pourquoi elle pourrait être utile. Après tout, certains des objets qu'on utilise aujourd'hui de façon totalement quotidienne ont bien été considérés comme des technologies ratées à leur origine. Genre, ce truc là, les smartphones, et bien si vous vous rappelez bien, au début tout le monde trouvait que c'était de la grosse daube. Et c'est Apple qui a réussi à démocratiser ça avec son premier iPhone, et regardez aujourd'hui, tout le monde en a un, voire 2, voire ou 3 carrément. Aujourd'hui, il y a plus de téléphones en France que de Français, pas mal pour une technologie considérée comme naze à sa création. Encore une fois, et malheureusement, c'est le marketing et pas la technologie le plus important, mais c'est le jeu, donc autant jouer avec les règles. Bon, et tout à l'heure, je vous parlais du fait que c'est des LED et des caméras infrarouges qui sont utilisées là-dedans. Et c'est un autre avantage, on peut se servir de ce machin-là comme d'une caméra de vision nocturne. Et donc, une fois accroché à ces vieux casques de VR là, alors peut-être pas celui-là,
mais voilà, c'est celui-là. Eh bien, ça nous permettait de voir dans la nuit parce qu'il n'y avait pas de caméra. Bref, c'est la petite anecdote du jour. Je trouvais ça sympa de vous parler d'objets comme ça, parce que vous les connaissiez sûrement pas, et donc vous pouvez les découvrir après tout. Et il existe tellement de technologies innovantes de nos jours qui ne sont malheureusement pas assez mises dans la lumière, donc si je peux vous faire en découvrir certaines comme celle-ci, eh bien n'hésitez pas à me dire si ça vous botterait dans les commentaires. Mais vous alors, vous en pensez quoi du coup de ce petit pavé pour revenir au sujet initial? Déjà, est-ce que vous le connaissiez? Eh bien hop, petite fiche en haut à droite pour récolter vos avis là-dessus. Car déjà, si ça se trouve, tout le monde le connaît ce truc, hein, mais aussi peut-être que je suis le seul à me hyper comme un con là-dessus et que tout le monde trouve ça totalement inutile. Donc sur le sondage, vous aurez un peu toutes les réponses. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu, de l'amour et bien sûr de venir faire un tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum car qui sait, peut-être qu'un mini engouement autour de ce rectangle peut être créé grâce à cette dernière. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!